On accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Ziad Majed. Bonjour à vous. Vous êtes politologue et professeur d'études sur le Moyen et le Proche-Orient à l'Université américaine de Paris. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions sur France Merci à vous. 24. Ziad Majed, on vient d'entendre à l'instant les derniers développements avec notre correspondante en Cisjordanie occupée. Des opérations de grande ampleur sont menées par l'armée israélienne sur place, une répression aussi. La Cisjordanie occupée, c'est l'autre guerre menée à bas bruit par Israël. Oui, tout à fait. Depuis des mois déjà, même avant le 7 octobre, la Cisjordanie est l'espace d'attaque quotidienne de la part des colons protégés par l'armée israélienne. Cette zone occupée depuis 1967 connaît aujourd'hui une montée incroyable au niveau à la fois des mesures prises par l'armée, de l'annexion de colonies illégales. Hier même, il y a eu un vote pour 68 lieux en Cisjordanie que le gouvernement souhaite annexer, et le gouvernement actuel de Netanyahou, dans lequel siègent Ben Gvir et Smotrich, eux-mêmes des colons, veut accélérer sa répression et sa confiscation des biens palestiniens et des terres palestiniennes en Cisjordanie, avec en plus des meurtres et des attaques sur des communautés parfois un peu isolées du côté palestinien, afin de les déplacer et afin d'imposer un nettoyage ethnique dans certaines zones pour mieux les contrôler, sachant aussi qu'en Cisjordanie, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, les autoroutes, par exemple, ne peuvent pas être partagées dans les zones occupées. Ils sont exclusivement pour les colons et pour l'armée israélienne. Les checkpoints fragmentent toute la Cisjordanie et rendent la vie au quotidien des Palestiniens, même quand il n'y a pas des violences et des crimes commis par l'occupation et par les colons, rend leur vie extrêmement difficile, douloureuse, avec des temps d'attente, d'humiliation au quotidien, encore une fois. Donc c'est une situation intenable, mais pour le moment, la communauté internationale ne bouge pas. Il y a juste des condamnations, mais sans des mesures et des sanctions sérieuses, pas seulement contre des individus, mais contre un État qui impose ces mesures-là et ces crimes-là en Cisjordanie. On va revenir à cette question du droit dans quelques instants. Je voudrais déjà réagir à ce que vous venez de décrire à l'instant. L'objectif, c'est de pousser la population à partir pour empêcher toute viabilité d'un futur État. Oui, et d'ailleurs, ce sont des déclarations officielles de la part du gouvernement israélien depuis quelque temps, et ce sont également les déclarations de plusieurs ministres israéliens qui ne reconnaissent premièrement pas que ce territoire-là est occupé, bien que selon la résolution 242 des Nations Unies, c'est un territoire occupé. Ils accélèrent la colonisation qui est illégale en considérant qu'ils peuvent la légaliser plus tard. Donc l'idée, c'est d'effectuer un changement démographique. Il y a déjà à peu près 700 000 colons israéliens entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Donc modification de la démographie, pousser le plus grand nombre de Palestiniens à partir en rendant leur vie impossible ou extrêmement difficile. Il y a l'eau qui est un enjeu important, et l'eau est souvent réservée aux colonies, donc les terres agricoles et les paysans palestiniens autour ne peuvent plus profiter. Et puis il y a les attaques de l'armée israélienne contre des camps de réfugiés, donc des Palestiniens qui ont quitté les territoires de 48 lors de la création d'Israël. Ces camps-là, que ce soit Nul Shams maintenant, Jenin dans le temps, à Nablus, ailleurs, sont souvent attaqués. Et puis il y a évidemment la ville de Hébron, Al-Khalil, où là, la violence des colons et de l'armée israélienne dépasse toutes les limites. Et vous faisiez donc un peu plus tôt allusion à ce droit international qui n'est absolument pas respecté, qu'il s'agisse de colonies illégales en Cisjordanie occupée. Je voudrais vous faire réagir, si vous le voulez bien, à cette tribune publiée il y a quelques jours maintenant par le président français, son homologue égyptien et le roi Abdallah de Jordanie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tribune? Il y a un réel il y a plutôt un réel aveu d'impuissance de la part de ces chefs d'État. Ils en sont réduits à publier une tribune alors qu'on pourrait imposer à Israël de cesser le feu à Gaza, de cesser la répression en Cisjordanie occupée. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la diplomatie internationale? Oui, je pense que cet article est vraiment, il révèle, c'est un symptôme de ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des prises d'opposition de chefs d'État. En général, c'est bien qu'un chef d'État puisse écrire un article ou se prononcer dans la presse, mais je pense qu'ils ont des responsabilités qui vont au-delà de s'exprimer dans une tribune. Les trois chefs d'État peuvent imposer des sanctions. Il y a deux chefs d'État arabes, donc Sisi et le roi de Jordanie, ils peuvent même appeler leur
leur ambassadeur, Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? demander. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font Ils pas? le, et ils ne le font pas parce ils font partie aussi d'un système international aujourd'hui où la dépendance économique par rapport à l'Occident et par rapport aux États-Unis est très importante. Il y a des craintes chez eux d'une déstabilisation de toute la région qui fait qu'ils souhaitent préserver une marge de manœuvre diplomatique leur permettant de parler à tout le monde. Du côté égyptien, ils ont très peur évidemment qu'une partie de la population de Gaza qui a été bombardée, massacrée, affamée, assiégée, soit poussée à partir, et donc la frontière directe, c'est l'Égypte. Du côté de la Cisjordanie, et donc, pardon, de la Jordanie, c'est la Cisjordanie qui est l'enjeu. Ils ont peur également d'un mouvement de population, sachant que la droite et l'extrême droite israélienne parlent déjà de la nécessité de créer une deuxième Nakba en Cisjordanie, comme ils le disent, pour pousser les Palestiniens à partir. Donc il y a une crainte légitime, mais elle ne peut pas justifier l'inaction. Et du côté de la France, on sait que déjà on a voulu imposer des sanctions sur quelques colons. Et il y a des déclarations du président de la République qui appellent à un cessez-le-feu d'une manière très claire. La France a voté au niveau des Nations Unies pour la reconnaissance de la Palestine comme membre dans l'organisation internationale. Mais tant qu'il n'y a pas des sanctions, toutes ces déclarations manquent de sérieux. Et pour les Israéliens, les responsables israéliens qui reçoivent des positions pareilles, sans sanctions et sans mesures qui vont au-delà de choisir quelques éléments considérés turbulents en Cisjordanie pour confisquer certains de leurs, ou disons pour geler leurs comptes bancaires, etc., il faut qu'il y ait beaucoup plus de mesures. Il faut que le droit international soit respecté avec le soutien des pays qui ont un pouvoir dans ce monde. Après, il y a évidemment la responsabilité américaine qui est encore plus importante, puisque les États-Unis, entre l'argent qui est souvent envoyé à Israël... Et 13 milliards de dollars d'ailleurs, puisque Exactement. le Congrès américain a approuvé cette enveloppe hier. Quel message est envoyé aujourd'hui au monde entier de la part des Américains? D'un côté, on sait que le président Biden est piégé, peut-être piégé, vous allez me corriger si je me trompe, par son soutien aux Américains, puisqu'il appelle Netanyahou ne pas lancer l'offensive sur Rafah, et en même temps, on envoie ces milliards de dollars à l'État hébreu. Oui, c'est exactement cette schizophrénie un peu qu'on peut parfois voir dans les vidéos. Il y a des parachutes qui amènent l'aide humanitaire, un peu de sandwich, quelques médicaments aux Palestiniens et qui, quand ils vont la chercher à Gaza, sont parfois bombardés, on leur tire dessus de la part de l'armée israélienne. Donc on envoie des armes utilisées contre ces gens-là et on leur parachute une partie de l'aide humanitaire nécessaire pour leur survie. C'est exactement cette schizophrénie-là qui explique aussi en partie la politique américaine. Il est vrai que Biden se sent un peu piégé puisque c'est une année électorale, donc il essaye de montrer que le rôle des États-Unis reste décisif. Il a un soutien à Israël qui est historique. Il veut aussi éviter l'escalade dans la région, donc il a fait pression sur Netanyahou pour ne pas alimenter la tension avec l'Iran et mener une guerre totale. Mais est-ce qu'il y aurait une ligne rouge définie par les Américains ou pas? Non. Non, moi je pense qu'il n'y a pas par rapport à Gaza une ligne rouge. Il peut y avoir des lignes rouges par rapport aux confrontations régionales, puisque les Américains seraient directement impliqués si jamais une guerre totale éclate avec l'Iran et ses alliés et ses proxys. Mais par rapport à Gaza, je pense qu'il y a des négociations maintenant. Il y a eu des réunions ces dernières 48 heures entre conseillers de Biden et conseillers de Netanyahou pour non pas interdire l'attaque contre Rafah, mais pour mettre des conditions, par exemple le départ d'une partie des civils qui ont été déplacés déjà de leurs maisons bombardées et détruites du nord et du centre, leur permettre de partir, causer moins de destruction que dans le reste du secteur de Gaza. Donc il y a des conditions américaines, mais il n'y a pas pour le moment un veto clair, d'autant plus qu'en envoyant de l'argent et qu'en envoyant des armes, pour revenir à votre question, le message est le suivant. Il y a une impunité israélienne qui est protégée par les Américains, qui utilisent d'ailleurs le droit de veto régulièrement dans le Conseil de sécurité. Et cette impunité-là, que ce soit par rapport aux Israéliens ou par rapport à n'importe quel autre acteur dans le monde, s'il se sent impuni
et s'il commet des crimes et reste impuni, pourquoi pas ne pas commettre davantage et de poursuivre la même politique. Donc, encore une fois, du côté américain, s'il n'y a pas de sanctions et si on n'arrête pas à envoyer les armes et à débloquer régulièrement des milliards de dollars qui sont les dollars des citoyens américains et des citoyennes qui payent leurs impôts, cette guerre peut se poursuivre et peut, à chaque reprise des combats ou des bombardements, nous renvoyer des vidéos insupportables qui, avec tout ce qui se passe en plus, permettent à des juristes aujourd'hui, à la rapporteure des Nations Unies, Francesca Albanese, à la Fédération internationale pour les droits humains, à des milliers d'universitaires et de chercheurs, de considérer ce qui se passe comme un génocide et donc de considérer que les États qui continuent à envoyer des armes sont complices dans ce génocide-là. Et comment peut-on vivre dans un monde où il y a des personnes qui considèrent que leurs vies n'ont aucun sens, que leurs enfants peuvent mourir quand ils jouent au baby-foot dans une rue à Rafah par les Israéliens, et après rien ne se passe, car ils ne sont pas vus comme des êtres humains égaux aux autres. Donc, Mais au-delà même des crimes qu'on voit, il y a une philosophie du droit qui est morte dans cette guerre-là. Il y a un rôle des instances et des organisations internationales qui change, et il y a tout un monde qui inquiète, puisque les peuples dans ce monde-là, pour une nouvelle fois, malgré toute la couverture médiatique, malgré toute la documentation des organisations internationales, restent des gens déshumanisés, des peuples invisibilisés, et ça a certainement et ça aura des conséquences sur la stabilité et sur la paix du monde dans lequel nous vivons. merci à vous, merci Ziad Majed, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos Merci, questions madame. sur France 24.